Bonjour à tous et merci à tous d'être présents et de nous rejoindre pour ce dernier webinaire de la journée, mais aussi de notre festival So Deep Tech de Systématique. Nous sommes ravis aujourd'hui de pouvoir vous présenter quelques avancées ou du moins montrer une certaine dimension du projet 5G Open Road lors de ce webinaire. Je serai accompagnée du coup de Michel Guiga, le coordinateur du projet 5G Open Road, et je suis la coordinatrice du Hub Digital Infrastructure pour le pôle. Michel, je te laisse la parole pour te présenter. Oui, bonjour, merci d'assister à ce webinaire, on est très heureux de vous avoir. Alors, peut-être deux mots sur le projet 5G Open Road. C'est un projet important, d'ampleur, qui est subventionné par le gouvernement à hauteur de 30 millions. C'est l'un des plus gros investissements en termes de mobilité et d'automobile pour le gouvernement. Et l'objectif du projet est de regarder, de comprendre quels sont les bénéfices que va apporter les technologies de télécommunication modernes, je dirais, en tout cas la 5G, mais aussi les plateformes numériques pour la mobilité et pour la sécurité routière. Voilà, donc il y a vraiment ces deux sujets de sécurité routière, et pour la mobilité, on a principalement en fait des cas d'usage autour des véhicules autonomes et comment la 5G et toutes les informations qu'on va pouvoir apporter aux véhicules vont effectivement favoriser l'émergence de ces nouvelles solutions de mobilité. Voilà. Alors, plutôt que de vous raconter le projet de manière trop longue, on vous proposait de démarrer par une petite vidéo. La vocation du projet 5G Open Road est vraiment de démontrer les apports de la 5G pour le bénéfice des usagers, des collectivités, des industriels et de la société. On va de plus en plus d'un objet qui était beaucoup de hardware vers beaucoup de logiciels, de software, avec de plus en plus de connectivité, d'intelligence. Et puis on va de plus en plus de la vente de produits à la vente de services, des services de mobilité partagés pour pouvoir optimiser l'impact environnemental tout en répondant à un besoin de mobilité qui reste tout à fait présent. C'est un projet d'apprentissage collectif des nouveaux usages de la 5G pour la mobilité urbaine, tirant parti des nouvelles technologies, notamment de connectivité entre les véhicules et les infrastructures. En fait, la caractéristique de la 5G, elle est pensée à la fois pour le consommateur, mais aussi en fait pour la transformation des industries et des services. L'industrie de demain, la gestion de l'énergie, la transformation des villes et puis la mobilité. C'est la première fois que des constructeurs automobiles concurrents travaillent ensemble en s'apercevant que finalement en partageant et en combinant ces données stratégiques, ils peuvent fournir des services qui ont une valeur plus importante pour le client. On a pu mettre ensemble aussi bien le monde de l'automobile que le monde des équipementiers du bord de route, que le monde des télécoms, les trois étant indispensables et complémentaires pour pouvoir créer des vrais use cases et des vrais business models. Pour résumer un peu un des grands défis de l'automobile, toute cette révolution et la création de ces écosystèmes dans le domaine du numérique, de véhicules de plus en plus connectés avec leur environnement, qui permettra effectivement de répondre à ces défis qui sont difficiles mais qui sont en même temps passionnants. Très bien. Donc on vous proposait on va vous présenter trois séquences. On va peut-être, Laure, si tu peux passer. On voulait démarrer par une première séquence sur les enjeux technologiques du projet. Donc, ces systèmes, vous l'avez compris, c'est un système qui est relativement complexe, puisqu'en fait, il y a à la fois des véhicules qui sont connectés. Ils vont aller discuter entre eux, mais ils vont aussi discuter avec des infrastructures qui sont débarquées en bord de route, des caméras, des feux, des lampadaires connectés, des panneaux dynamiques. Et puis tout ça, finalement, ça va communiquer via des réseaux 5G et ça va transporter de la data. Donc, ce qu'on voulait, c'était vous donner un premier éclairage sur finalement quels sont les enjeux technologiques autour de ces sujets. Et je voulais démarrer par Jonathan, donc de Smile,
sur la partie data. Donc, Jonathan, est-ce que tu peux nous donner un petit peu ta vision finalement de ce que pose comme difficulté toute cette gestion de données, toutes ces données qui sont à la fois un mélange de données ouvertes et de données générées par les véhicules et par les infrastructures qui pilotent? Oui, bien sûr. Alors, tout d'abord, je vais me présenter rapidement. Je suis, Jonathan Rivalan, responsable de R&D, du groupe Smile. Smile, spécialisé dans l'intégration open source, un des plus grands, si ce n'est le plus gros acteur européen, en termes de SS2I, open source. Du coup, nous, en R&D, on poursuit, plusieurs, actions liées, à la collecte, l'analyse et au transfert de données. Et dans le cadre, du projet 5G Open Road, sur cette question de la donnée publique et de la donnée privée, je pense qu'on peut développer, plusieurs idées. Donc, l'idée de la donnée publique, et ou open data, c'est de fournir, des interfaces de données qui peuvent être, collectées, publiquement. Alors, et ou librement. Publiquement, c'est-à-dire que l'interface, elle est disponible directement sur internet. Donc, je vais avoir aucune difficulté à la retrouver, où que je sois, chez moi, dans la rue, depuis un véhicule connecté. Et librement, c'est plutôt, une question sur, son niveau de prix. Donc on trouve facilement, hein, des données d'entrée, qui vont, permettre, hein, de résoudre, certaines analyses, certaines problématiques. En revanche, dans l'open data, dans la donnée publique, pour pouvoir avoir un accès plus fort, à certaines données, il faut accéder à des licences, qui peuvent, rendre, un petit peu complexe l'utilisation, de ces données, à grande échelle. D'autant plus que dans un projet, alors nous collaboratif, mais dans l'idée de monter une infrastructure, qui va venir, supporter, différents acteurs industriels, donc privés, va se poser une double question. La première question, c'est comment, à partir, d'un stock de données ouvertes, je vais pouvoir comprendre moi, le partage de la valeur entre, mes différents acteurs. On peut imaginer que j'achète ma donnée très cher et du coup, comment, je vais, à la fois l'ouvrir, la partager et récupérer en fait, le coût, auprès des différents acteurs. Donc se pose une question, d'agrégation, de la compréhension, de la consommation de la donnée au regard de son prix, d'entrée. La seconde question, c'est la même chose un peu à l'envers et c'est de se dire: «Bah oui, du coup, nous là encore une fois, on est dans le cadre d'un projet collaboratif, mais dans une vision future, d'une infrastructure. Comment, des acteurs du privé vont, partager de la donnée, également dans cette logique, de valeur ajoutée?» Donc il y a la donnée dont ils ont besoin, elle va être critique pour fonctionner, mais peut-être qu'au cours de leurs opérations, ils collectent des données, fabriquent de la donnée qui va venir potentiellement dans le futur, dans le temps, leur ajouter de la valeur, soit parce qu'elle va permettre de réaliser différentes optimisations, soit parce qu'elle va permettre de comprendre de nouveaux problèmes et peut-être d'adresser, de nouveaux marchés. Et du coup, la problématique, forte, hein, qu'on voit dans le projet 5G Open Road, dans cette relation entre de la donnée publique et de la donnée privée, elle a beaucoup à voir avec, le partage de la valeur et toute la complexité, d'agréger dans la compréhension, le coût de la donnée, pour les différents acteurs. Merci Jonathan. Peut-être sur un cas d'usage, est-ce que tu aurais un exemple un peu plus concret de ce que ça peut apporter en termes de soit de sécurité, soit de performance d'un système, ce que finalement vous avez produit sur ces cas d'usage? Alors oui, j'ai souvenir que la question initialement, c'était comment, on peut voir, hein, cette question-là de l'exploitation de la donnée, au regard de cas d'usage. Oui. Ma première réponse, alors, parce que pardon, pas directement, celle que tu viens de me poser, mais je je vais l'adresser tout de suite ensuite. Ma première réponse, c'est de dire: «Mais en fait, c'est un peu le sens inverse».
Aujourd'hui, où qu'on regarde, on est face à des océans de données, alors plus ou moins privés, plus ou moins cachés, plus ou moins facilement accessibles, heu et qui viennent un petit peu, débarrasser, du cas d'usage qu'ils peuvent adresser. Aujourd'hui, c'est vraiment, l'acteur métier, l'industriel qui va venir avec un besoin et on va essayer, de l'adresser avec de la donnée. On a dans le projet, plusieurs bons exemples. Alors malheureusement, je ne me suis pas phasé avec, les fournisseurs de cas d'usage pour savoir si je pouvais les communiquer, ouvertement. Est-ce que le cas d'usage lui-même est en données publiques? Je vais essayer de rester un petit peu flou. Donc nous, parmi, les flottes de véhicules, que nous avons, certaines vont avoir, des contraintes, de sécurité, justement. Alors de sécurité, c'est pas de cybersécurité, mais plutôt, de sécurité de leur, sécurisation de leurs opérations. Est-ce qu'elles vont passer, trop de temps sur la route? Est-ce qu'elles roulent à la bonne vitesse? Est-ce que, les produits, les paquets qu'elles emportent, sont dans un état, normal, non détérioré? Et du coup, on travaille nous avec les utilisateurs à dire: «Bah, écoutez sur ce pour ce problème-ci, qu'est-ce que vous pouvez, fournir comme données?» heu et on offre, plusieurs en fait, un accompagnement sur plusieurs axes, pardon. D'abord de l'analyse, on regarde la donnée, on la monte dans nos outils, on l'observe, on la décortique, on essaie de construire des modèles pour arriver dans un second temps à une amélioration de la donnée. Donc on retourne vers l'utilisateur en lui disant: «Bah, voilà, nous la donnée historisée, très bien. On a aujourd'hui des modèles qui permettent de la vectoriser, de la propager dans le temps». Avant, on regardait le passé et puis maintenant, on commence à imaginer un petit peu l'avenir sur la base de ces données et puis petit à petit, on travaille à l'utilisateur à lui rendre finalement sa donnée vectorisée, à travers des dashboards, qu'on développe, en interne. Merci Jonathan, très clair. Alors, tu as Merci. esquissé le problème de la cybersécurité, mais il y a justement Wissam à côté de Montimage qui est expert de la cybersécurité. Wissam, est-ce que tu peux nous dire quels sont les verrous technologiques qu'il y a à lever dans un système qui est aussi complexe en termes de cybersécurité, notamment un système qui finalement ouvre plein de portes à des entrées, à des attaques non seulement au niveau de chacun des objets du système, mais aux interfaces aussi. Oui, bonjour tout le monde. Donc, Wissam Alouli, donc je suis directeur technique de la société Montimage. Donc, on est localisé dans le 13e et on est expert effectivement en cybersécurité. Et dans ce projet-là, on a vu effectivement qu'il y avait un grand verrou technologique pour la cybersécurité, puisqu'on est dans un contexte de systèmes complexes, hautement distribués, où on a plusieurs euh, de- euh, types de réseaux. Donc, on est dans la partie réseau véhiculaire, on a des parties dans l'edge, on a la partie du cœur du réseau 5G, on a des applications qui sont en train de tourner dans le cloud. Donc, on a finalement des données qui circulent sur différents domaines et qui nécessitent une sécurisation de bout en bout. De plus, on utilise plusieurs technologies, on utilise plusieurs protocoles et sur ces technologies-là et sur ces protocoles-là, il y a des vulnérabilités connues qui doivent être traitées, qui doivent être analysées et bien sûr, il faudra mettre en place des mécanismes de sécurité pour adresser les différentes menaces qu'on peut avoir sur ces types de réseaux. Donc, finalement, faire une analyse de risque euh, sur ce type de plateforme hautement distribuée est un travail assez colossal qui met en place différents efforts sur la détection et l'identification des différentes vulnérabilités et la mise en place de différents mécanismes préventifs pour atténuer les différents risques.
mais il faudra également prendre en compte la sécurité réactive. Ça veut dire que lorsque le système est déployé, on est également mené à mettre en place des outils de monitoring et de détection d'attaques permettant, une fois qu'une attaque est détectée, de réagir et finalement d'assurer la robustesse du système en temps réel. Donc finalement, il y a deux grandes parties liées à la cybersécurité. Cette cybersécurité pendant la phase de développement où il faut faire les analyses de risque, les audits, les tests de pénétration permettant d'assurer de ce qu'on est en train de développer est bien sécurisé. Et puis après, il y a cette partie durant l'opération où on est également amené à détecter et à réagir. Le fait qu'on a des données et des sources de données différentes impose également des mécanismes de sécurité différents. Et ça, c'est effectivement, là, on a vu avec Jonathan qu'on a identifié des données privées. Hein. On peut parler d'informations de localisation ou de données de conduite ou de données de capteurs embarqués qui nécessitent un certain nombre de mécanismes spécifiques pour assurer la confidentialité de ces données-là, pour protéger la vie privée des utilisateurs. Donc, il faut mettre effectivement des mesures de sécurité robustes, telles que le chiffrement de données, les protocoles d'accès à accès strict. On doit mettre effectivement en place du contrôle d'accès, mais également des données qui sont à titre, enfin des données publiques, hein, donc du open data. Et ces données-là doivent également être d'une manière ou d'une autre protégées pour assurer la qualité de ces données-là partagées. Hein. Je parle notamment des informations sur, par exemple, les conditions de circulation, des alertes routières ou autres. Donc, il faudra effectivement éviter des manipulations frauduleuses de ce type de données pour qu'ils puissent être utilisés dans les applications et dans les use cases d'une façon efficace. Il ne faut pas oublier également que dans les données qu'on est en train de collecter, il y a également des données qui peuvent être considérées comme données personnelles. Et dans ce cas-là, il y a la RGPD qui doit s'appliquer. Donc, les utilisateurs doivent être informés de la collecte, du traitement et de l'utilisation de leurs données personnelles et leur consentement doit être obtenu lorsque cela est bien sûr nécessaire. Donc, finalement, sécuriser ces données-là de bout en bout, avoir plusieurs facettes d'attaque avec plusieurs attaques qui, de nos jours sont de plus en plus diverses, nécessite un travail de cybersécurité colossal et on ne parle plus d'une analyse de risque, mais d'une analyse de risque dynamique ou continue dans lequel il faut toujours mettre à jour ces mécanismes-là et mettre en place les mises à jour nécessaires pour éviter tout risque sur ce type de système complexe. Merci Wissam. En tout cas, on est bien conscient que c'est extrêmement important, hein, parce que la cybersécurité a aussi un impact sur la sûreté des véhicules. Et donc ça, c'est un vrai enjeu pour la mobilité. Donc, on espère voilà, qu'on arrivera à lever l'ensemble de ces verrous technologiques avant la fin du projet. Merci Wissam. Merci. Alors, je voulais passer à la 5G, parce que notre projet s'appelle 5G Open Road, il ne faut pas l'oublier. Et la 5G, dans notre projet, c'est Nokia. Donc, ce que je voulais savoir, Laurent, c'est finalement, on parle beaucoup de 5G, on parle beaucoup de progrès technologiques importants, de technologies dédiées à un monde d'applications industrielles ou business to business. Finalement, qu'est-ce qu'apporte à la mobilité et au système de véhicules connectés
vraiment cette 5G? Quelles sont les performances qui sont structurantes pour pouvoir faire aboutir ces services connectés? Oui, merci Michel. Donc, bonjour tout le monde. Alors, la 5G, donc vous le savez, c'est une évolution qui est à la fois une continuité avec les générations précédentes, donc qui continue à offrir les services qu'on connaît déjà dans la 4G, par exemple, et qui offre des innovations qui peuvent être mises enfin, qui doivent être mises en œuvre pour servir des cas d'usage industriels, de connectivité spécifiques pour connecter les services, les hommes et les machines. Alors, plus particulièrement, on peut citer deux innovations qui sont utilisables. Alors, la première, c'est ce qu'on appelle le slicing, qui consiste à apporter un niveau supplémentaire dans la gestion de la qualité de service des communications, qu'elles soient dans le sens descendant, c'est-à-dire de l'infrastructure vers les mobiles, ou dans le sens montant. Et ce dispositif, le slicing, vient en complément de ce qui existe déjà dans la génération précédente. Et dans les scénarios qui nous intéressent, on voit qu'on a des équipements mobiles, que ce soit des robots, des véhicules, des navettes, qui ont leur propre capteur. Et en général, il y a deux types de flux qui circulent sur le réseau entre ces équipements mobiles et puis l'infrastructure. C'est un flux de supervision qui permet voilà, de superviser le fonctionnement, qui en général n'est pas forcément à très haut débit, mais il doit être très bien protégé, parce qu'on veut évidemment bien suivre les évolutions en temps réel du véhicule. Et il y a un deuxième type de flux qui sont liés aux capteurs eux-mêmes. Il va y avoir des lidars, des caméras qui sont embarquées dans les véhicules et qui peuvent apporter un complément d'information. Soit ces flux sont traités dans le véhicule, on dit dans l'embarqué, soit ils remontent plus haut dans le réseau lorsqu'il y a des circonstances l'exigent. Et donc, il y a donc coexistence de ces deux types de flux qui ont des caractéristiques différentes de protection et de qualité de service. Et il faut que ces flux soient protégés de manière appropriée. Par exemple, les flux de supervision ne doivent jamais être interrompus. Les flux de vidéos sont dynamiques, c'est-à-dire qu'on les active lorsqu'il y a besoin, mais pas tout le temps. Ils sont très consommateurs de bande passante pour ces flux-là. Et donc, on se rend compte qu'on a besoin de gérer de manière dynamique la coexistence de ces flux à l'intérieur d'un véhicule et puis entre les véhicules. Et donc, la 5G permet, par exemple, d'augmenter la densité des véhicules dans une cellule. Donc on appelle une cellule, c'est une zone géographique couverte par une antenne. Et il peut y avoir plus de véhicules simultanément parce qu'on arrive à les protéger de manière différenciée. Donc ça, c'est un premier élément. Alors, il y a un deuxième élément qui est lié en fait à la nouvelle génération de services qu'on veut introduire, qui ont des besoins, par exemple, de latence, pour pouvoir faire, on va dire, coexister des fonctions qui sont embarquées dans un véhicule. Par exemple, on va avoir un véhicule autonome qui va avoir une certaine autonomie propre pour décider lui-même. Mais ce qu'on veut faire, c'est compléter cette capacité du véhicule autonome avec des équipements qui sont débarqués, comme on dit, des caméras, des capteurs, des lidars qui sont dans l'infrastructure et qui vont apporter un complément d'information pour pouvoir anticiper, corriger des choses. Et là, on se retrouve avec un système distribué qui doit réagir très vite. Et donc, chaque milliseconde compte. Et pour réduire au maximum le temps de réaction, il convient de rapprocher au mieux, au plus près de la scène, les fonctions d'analyse et ce qu'on appelle en fait, les fonctions de contrôle. Donc, par exemple, vous avez des fonctions de traitement vidéo, qu'on appelle le computer vision. Vous avez des caméras débarquées qui vont être analysées avec des algorithmes d'apprentissage automatique et qui vont fournir des éléments et ces éléments vont être ensuite utilisés pour prendre une décision et informer le véhicule. Et là, on a intérêt à
à localiser ces traitements numériques, ces traitements du signal, beaucoup de traitements du signal. Donc c'est des traitements qui nécessitent aussi des accélérations matérielles comme des cartes graphiques, on appelle les GPU. Donc c'est des équipements assez spécialisés et très consommateurs d'énergie et de capacité. Et donc ce que l'on fait, on les met dans des petits data centers qu'on appelle des data centers edge, au plus proche de la scène, et donc en général assez proche du réseau cellulaire. Voilà, donc pour résumer, deux mots-clés, le slicing et puis le edge, donc la localisation au plus proche des fonctions. Donc ce sont les deux choses qu'on peut retenir sur les apports de la 5G. Merci Laurent. Je pense que peut-être qu'on peut prendre quelques questions. Margot, s'il y a des questions avant de passer à la séquence. Oui, s'il y a des personnes qui ont des questions, posent dans le chat, mais sinon Wissam a répondu à une question qui lui était posée. Donc si nous n'avons pas de questions, je pense qu'on peut enchaîner sur la partie pilote de service. Alors, je te laisse Margot. Merci. Ah, peut-être une question. Concernant la 5G, tous les équipementiers sont-ils souverains? Peut-être réponse rapide. Une question pour Nokia. Je pense. Je peux pas répondre pour les autres équipementiers et ça m'est difficile de répondre pour tout Nokia. En plus, pour la notion de souveraineté, faudrait la définir. Il y a des souverainetés de différents ordres, hein. Il y a la souveraineté technologique, souveraineté politique, souveraineté de composants. Donc c'est compliqué de répondre de manière générale. Je sais pas trop là. D'accord, donc assez complexe la réponse. Je pense qu'on pourra en fait, pour dire les choses, pour dire une réponse peut-être adaptée, c'est qu'il y a c'est un domaine technologique qui avance vite. Il y a des standards qui sont développés au sein de l'ETSI, au 3GPP, et la roadmap évolue. Et il y a la 5G Advance, et puis la 6G après. Et pour pouvoir tenir en fait les évolutions technologiques, il faut avoir une capacité d'innovation et de recherche industrielle forte. Donc je pense que ça c'est peut-être une réponse à apporter, c'est d'arriver à tenir la durée sur les innovations technologiques, parce qu'il y a de la demande et il y a des challenges qui s'ajoutent au cours des années. On va faire toujours plus de choses avec les réseaux. En tout cas, derrière les data et la communication via la 5G, il y a plein d'enjeux de souveraineté, hein. Il y a des enjeux de souveraineté des entreprises, des données des villes, de secrets industriels. Donc, en tout cas, il y a un vrai enjeu de souveraineté autour de ces sujets-là. Est-ce que chaque acteur est maître de sa souveraineté? J'en suis pas sûr, tout seul. Mais en tout cas, il y a un vrai enjeu dès qu'on transporte des datas sur la souveraineté. Et d'ailleurs, il y a plein de réglementations qui sont en train d'être établies autour des datas en Europe. Merci à tous. Je pense qu'on peut passer à la deuxième partie qui était un pilote de service. Oui, tout à fait. Donc, dans ce projet, on a des apports et bien sûr, il y a des pilotes de service qui ont pu voir le jour fin 2022 notamment. Donc, pour se présenter cela, Octave Labbé de Gogo Networks est là pour nous expliquer un peu plus ces offres de services et surtout ce que vous faites au sein de Gogo. C'est ça. Bonjour, merci Margot. Donc Octave Labbé, directeur France chez Gogo Network. Gogo Network qui est un opérateur de services de logistique avec des véhicules autonomes multiconstructeurs, dans le sens où justement, et au sein de 5G Open Road et du lot logistique autonome, on va avoir différents constructeurs, des robots trottoirs, des véhicules autonomes qui vont sur route, des navettes de taille moyenne. Et l'idée, c'est comment articuler tous ces musiciens pour faire un orchestre cohérent. Donc, on lance des services avec ces différents véhicules.
Et donc, je pense qu'il y a des freins et des enjeux auxquels vous devez faire face dans ce projet, et notamment pour la logistique autonome au sein de 5G Open Road, bon, notamment, même si on sait qu'il peut y avoir multiples acteurs et opérateurs pour votre service. Alors, oui, effectivement, au niveau des freins, on a plusieurs typologies de freins. On va avoir des freins qui sont plutôt du point de vue réglementaire. On parle quand même, par exemple, pour les véhicules autonomes qui vont sur route en trafic mixte, comme ce qu'on a pu lancer, par exemple, avec Carrefour, le drive mobile, qui est une forme de drive piéton, mais mobile. Donc, c'est des casiers connectés qui sont montés sur une plateforme de véhicules autonomes. C'est un véhicule qui peut monter à 50 km/h. Donc, il y a des enjeux de sécurité qui sont extrêmement importants. Et donc, nécessairement, qui veut dire sécurité, veut dire réglementation, ce qui est très important. Et donc, pour pouvoir avoir une autorisation, on a une autorisation pour un véhicule nominé, pour un parcours prédéfini, etc. Et aujourd'hui, pour lancer différents services, et on a besoin d'avoir toutes ces autorisations-là, et ça ne nous permet pas de nous développer aussi rapidement, mais c'est normal, parce que c'est justement ce dilemme entre, d'une part, on va dire, déploiement un peu trop téméraire, trop cavalier, et donc des risques trop importants, et d'autre part, une attitude qui est peut-être un petit peu trop sécuritaire, un peu trop conservatrice. Ça, c'est un frein. Un deuxième frein qu'on peut avoir aujourd'hui, mais justement qu'on est en train de débloquer dans le cas de 5G Open Road, c'est le frein de la connectivité. En fait, un véhicule autonome est avant tout un véhicule connecté. Pourquoi? Parce que même s'il est autonome, même s'il conduit de manière autonome, il y a un centre de supervision, un centre d'intervention à distance qui le surveille. Et quand le véhicule autonome ne sait pas gérer une situation, il y a des situations qui sont par exemple extrêmement complexes, qui peuvent être compliquées à gérer de la part du véhicule autonome, ou juste par exemple forcer une entrée sur un rond-point en trafic important, en heure de pointe. C'est normalement hors la loi de forcer le passage, mais pourtant en heure de pointe, on force le passage. Comment faire un véhicule autonome, un robot à qui on apprend à respecter la loi à la lettre? Et là, on va avoir besoin d'un véhicule qui est connecté en temps réel avec son centre à distance, et donc qui a accès à une couverture réseau qui est d'une part fiable, qui est aussi très réactive, et qui est robuste, avec une forte bande passante. Donc ça, c'est un deuxième, on va dire, enjeu qu'on va avoir au sein du véhicule autonome. On a aussi des enjeux d'acceptabilité, c'est-à-dire que là, alors moi, mon périmètre en tant qu'opérateur de logistique, c'est pour des services logistiques, donc c'est pas pour du transport de passagers. Mais quand on pense service de logistique, on pense quand même un véhicule qui va interagir avec les différents autres usagers de la route, avec les clients. Et donc, comment faire quand il n'y a pas d'interaction humaine? Qu'en est-il de l'acceptabilité d'un robot dans nos sociétés? Donc ça, c'est des points qu'on travaille, où justement, on essaie de favoriser au maximum cette interaction avec le robot, avec un humain, avec à distance, et le client. Donc on va avoir, voilà, ça c'est un peu 3 types d'enjeux majeurs qu'on va avoir, avec bien entendu l'objectif, et on parle, je pense que le titre de la slide est très explicite, de pilotes de service, et c'est bien ces pilotes de service qui nous permettent de répondre à tous ces enjeux, parce qu'ils nous permettent de faire rouler un véhicule, plusieurs véhicules, tous les jours, pour rendre un service aux différents types de clients. Et c'est en roulant, c'est en faisant des kilomètres qu'on va rencontrer des situations qui peuvent être des compositions de facteurs exogènes et difficiles à anticiper de manière théorique. Et donc, c'est en expérimentant qu'on va apprendre, et qu'on va passer de la partie de R&D à vraiment des déploiements industriels. Très bien, merci. Et du coup, vous avez des perspectives et des démonstrations, j'imagine, à venir, ou alors des évolutions dans ce pilote de service, au-delà même de 5G Open Road? Alors bien sûr, au niveau des services, donc là, j'ai un petit peu teasé tout à l'heure sur le service
qui a été baptisé Drive Mobile avec Carrefour, qui est un service de livraison de courses. Toujours dans les services de logistique autonome, il y a beaucoup de cas d'usage dans ce qu'on appelle l'intra-logistique. Donc, on est sur site privé. On doit déplacer des marchandises de manière très régulière, très fréquente, d'un point A à un point B, d'un point B à un point A. Alors, parfois, c'est un peu plus complexe que ça, mais c'est des trajets qui sont assez courts. Et donc là, une navette avec un véhicule qui transporte ces marchandises peut être très pertinent. On a aussi d'autres services comme par exemple de la livraison de repas à domicile. Donc là, tout à l'heure, je parlais d'un véhicule qui était quand même assez important, qui allait sur la route à 50, à 70 km/h, etc. On peut aussi imaginer des services, des véhicules qui sont plus petits, donc ce qu'on appelle des robots-trottoirs, qui sont des véhicules qui font la taille d'une poussette, qui vont à 5 km/h et qui roulent, comme leur nom l'indique, sur les trottoirs en centre-ville pour justement aller chercher des livraisons au pied des restaurants et les livrer au pied des logements des différents clients. Donc voilà, ça c'est un panel un petit peu large et surtout non exhaustif des différents services qui sont actuellement en expérimentation ou qui vont l'être dans les prochains mois. Très bien, merci. Je crois qu'on a une question. Quels sont les pays les plus dynamiques sur vos robots véhicules IA autonomes et est-ce que vous avez des ambitions internationales? Alors, les pays les plus dynamiques, on va dire, dans le secteur du véhicule autonome au sens large, c'est les États-Unis. C'est clairement les leaders, c'est ceux qui ont les poches les plus profondes en matière d'investissement. C'est ceux qui ont un cadre réglementaire assez permissif, qui a aussi ses défauts, j'en parlais tout à l'heure, mais donc qui permet à l'innovation d'accélérer énormément. La Chine avance très bien aussi de son côté, même si c'est toujours un petit peu difficile de savoir exactement qu'est-ce qui se passe, mais les différents réseaux d'experts avec qui on échange, on sait que c'est vraiment voilà, c'est deux gros leaders, mais l'Europe, toutefois, n'a pas à rougir. Il y a en France, alors de mémoire, plus de 130 autorisations pour rouler en mode autonome qui ont été octroyées par les autorités compétentes, l'administration rattachée au ministère des Transports. Je pourrais citer aussi l'Estonie, la Finlande, l'Allemagne, bien entendu, grand pays automobile qui travaille aussi sur tous ces sujets. Donc on peut avoir un petit peu ces trois macro-acteurs. Et la deuxième partie de la question sur les ambitions internationales, alors après, est-ce qu'on parle de Gogo Network uniquement ou est-ce qu'on parle plus largement? Là, j'imagine que du coup, je prends plus ma casquette uniquement au Gogo Network. International, oui, Gogo est par son ADN une boîte internationale. On a des bureaux à Paris, à Madrid et à Berlin. Donc c'est les trois marchés aujourd'hui sur lesquels on est le plus positionné. Mais d'autres pays européens sont aussi des marchés qui nous intéressent, l'Angleterre notamment, l'Italie, on est en discussion avec eux aussi. Et on a aussi des discussions sur des opportunités, notamment en Middle East. Middle East qui sont des pays assez intéressants et d'ailleurs très liés avec les sujets 5G Open Road parce qu'il y a beaucoup de villes nouvelles. Si on prend par exemple l'Arabie Saoudite, les Émirats, beaucoup de villes nouvelles. Et qui veut dire une ville nouvelle veut dire aussi une infrastructure nouvelle. Bardé de technologies, connectées et l'articulation entre le véhicule qui roule sur la route et son infrastructure via de la 5G connectée permet à l'innovation de progresser et d'assurer la sécurité, de déployer les services à grande échelle. Merci beaucoup. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Merci beaucoup, Octave. On parlait réglementation un petit peu aussi dans les pilotes de service. Je pense que c'est un volet important qui va, je pense, vous être présenté par l'UTAC. Donc, Johan, si tu souhaites monter sur scène et te présenter. Donc, bonjour à tous. Johan Odegon, ingénieur connectivité au sein de l'UTAC. Rapidement, dans le contexte, l'UTAC, pour les gens moins connaissants du monde automobile, c'est l'organisme notifié par le gouvernement français pour homologuer tous les véhicules terrestres, donc du vélo jusqu'aux camions et bus, sur tout le scope de l'automobile, donc du moteur jusqu'au crash test, en passant par tout ce qui est software embarqué et donc connectivité.
En termes de réglementation, c'est vrai que je peux rebondir rapidement sur ce qui a été dit par Octave. Il y a un cadre réglementaire qui est fixé en Europe et en France pour toutes les mobilités autonomes. Donc, il y a deux cadres différents qui se recoupent. Le premier est le cadre européen qui est régi par ce qu'on appelle l'ADS, qui date d'il y a 1 an à peu près, donc qui a été notifié en juillet 2022, qui est un règlement de la Commission européenne pour les territoires européens, qui permet de donner des autorisations à des opérateurs de mobilité autonome, tels que Gogo Network par exemple, pour opérer des véhicules de catégorie M et N. Donc, pour vulgariser, c'est à peu près des minivans, des bus ou des camions, donc des véhicules homologués par des constructeurs automobiles. C'est les autoriser à rouler sur une chaussée classique en mode autonome, sur un parcours bien défini. Donc l'opérateur routier définit le parcours d'opération de ces véhicules autonomes. Le véhicule le transite sur ces routes-là. Le problème avec cette réglementation européenne, c'est qu'elle est peu permissive sur d'autres types de services. Par exemple, des services qui sont déployés sur 5G Open Road. Ce sont tous les services de petits droïdes. Comme je le disais, l'ADS permet d'opérer des véhicules de catégorie M et N qui sont existantes aujourd'hui, mais tous les objets connectés autonomes nouveaux qui sont peu existants aujourd'hui, tels que les petits robots Twinswheel ou les navettes Mila qui sont un peu plus exotiques, ne sont pas cadrés par le règlement de ADS. Du coup, pour cela, le gouvernement français a mis en place ce qu'on appelle le NAVURB. Donc, c'est pour faire court, c'est le diminutif de navette urbaine. Et donc, cet arrêté français permet de mettre en place des pilotes de service avec des mobilités autonomes un peu particulières, qui peut se déplacer sur des zones piétonnes, sur des pistes cyclables, aux vitesses appropriées. Le changement entre l'ADS et cette réglementation franco-française, c'est qu'en France, on exige de l'opérateur de mobilité autonome d'assurer un certain niveau de safety, de sûreté de son service. Et pour vérifier ça, il existe des organismes appelés OQA, pour organismes qualifiés agréés, qui vont vérifier la sûreté des pilotes de service déployés et des services au global. Donc c'est un peu plus de paperasse, mais ça permet d'avoir un service bien sûr et validé jusqu'au plus haut niveau par ces OQA qui sont mandatés par le gouvernement français. Donc voilà un peu pour le cadre réglementaire côté France. Nous, l'UTAC, au sein du projet 5G Open Road, on vient apporter un peu notre expertise sur ces sujets-là, mais également vérifier tout ce qui est sûreté et s'assurer que les services déployés au sein du projet soient bien sûrs et cybersécures. Quand on parle de services, on vient se pencher directement sur le concret, sur les services déployés. Et donc, on vient regarder, nous, la partie purement chaîne de la donnée et comment cette nouvelle mobilité qui est toujours plus connectée apporte de nouveaux risques et comment mitiger ces risques. Donc voilà. Sur les méthodes utilisées pour ces analyses de risque au sein du projet, l'UTAC étant une entreprise de l'automobile avec beaucoup d'expérience automobile, on s'est basé sur des méthodes qui étaient éprouvées dans le monde automobile. Donc ce sont des ISO, bien utilisés jusqu'à aujourd'hui. Donc je vais les citer là, l'ISO 26262 pour la sûreté de fonctionnement, l'ISO 21448 pour le SOTIF, donc encore de la sûreté de fonctionnement, et enfin l'ISO 21434 pour la cybersécurité automobile. On s'est basé sur ces méthodes-là puisqu'elles sont éprouvées par les acteurs de l'automobile et sont bien connues par ces entreprises-là. Et là, le travail qui est en cours et qui est en train d'être fait au sein du projet, c'est
essayer d'implémenter tout l'écosystème complet qui a été ajouté au sein du projet en plus de l'automobile. Aujourd'hui, l'automobile, jusqu'à aujourd'hui, c'était un monde assez, pas fermé, mais qui se concentrait sur toute la partie embarquée. Donc, le véhicule fait confiance en ses capteurs, ses caméras, ses lidars, ses radars, fait confiance en l'information qui est traitée au sein de sa puissance de calcul. Sauf qu'aujourd'hui, on l'a vu en première partie de présentation, on vient connecter ce véhicule à un grand nombre d'infrastructures, que ce soit en bord de route, avec des unités de bord de route, ou des infrastructures un peu plus loin, donc de type cloud. On vient bombarder le véhicule d'informations en tout genre pour qu'il puisse prendre des décisions ou alors fournir différents services. Et du coup, le challenge aujourd'hui, c'est de vérifier comment ce flot d'informations extérieures au véhicule soit bien sûr et comment le véhicule va réagir à ce flot d'informations et comment est-ce que les constructeurs automobiles, donc que ce soit de grands constructeurs tels qu'un Renault ou un Stellantis, ou alors des plus petits constructeurs de navettes ou de robots, vont pallier à ce flux d'informations et à ce traitement d'informations. Donc voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. Merci Johan. On prendra peut-être les questions après. Merci, c'était très intéressant. Surtout, tu as parlé beaucoup de déployer. Donc justement, je voulais poser la question à Luca de Capgemini. Finalement, comment on déploie ces services? Alors, pas forcément sur la partie technique, parce qu'on a vu qu'il y avait plein de complexités techniques, mais il y a aussi plein d'autres facteurs pour déployer ces services et pour faire en sorte qu'un jour, ce soit vraiment des services qui passent à l'échelle. Luca? Oui, tout à fait. Merci Michel. Bonjour à tous. Luca Bordonaro, consultant au sein de Capgemini. Effectivement, très bonne question, Michel. Bon, tout d'abord, vous le savez aujourd'hui, pas besoin de préciser que le projet 5G Open Road s'inscrit finalement dans une approche nationale qui vise à développer la mobilité connectée et automatisée sur l'ensemble du territoire et qui réunit là un ensemble d'acteurs pour finalement aller jusqu'au passage à l'échelle. C'est vraiment l'objectif, ce déploiement. Finalement, comment nous allons nous baser comment nous allons procéder pour anticiper un petit peu ce passage à l'échelle? Le premier point, ça va être celui des expérimentations. On a un écosystème que vous pouvez voir à l'écran qui réunit tout un ensemble de partenaires, à la fois donc privés mais aussi publics, de cette chaîne de valeur qui nous permettent en fait de relever différents points d'attention. Donc, tu as évoqué les sujets techniques, Johan a évoqué aussi des sujets réglementaires. Ce sont ces sujets-là, finalement, au même titre que les sujets business, qui vont nous permettre de réfléchir à comment justement envisager ce passage à l'échelle. Il y a un certain nombre de points qu'il faut prendre en compte, et justement, faire le lien un petit peu entre cette partie réglementaire et business. On peut citer le cas des navettes autonomes, qui aujourd'hui ont une réglementation qui, on l'espère, vise à changer dans les prochaines années. Et on peut prendre justement comme exemple le fait qu'aujourd'hui, sur les navettes autonomes, nous sommes obligés d'avoir un opérateur de bord pour les faire circuler. Demain, et c'est de là que va dépendre justement la viabilité économique et les enjeux de business model associés, on peut estimer et espérer envisager que cet opérateur de bord sera déporté de la navette et pourra bien évidemment opérer, superviser les navettes à distance. Et finalement, grâce à cette réflexion, à ces tests que nous menons, nous pourrons aussi alimenter ces réflexions business model et réussir à trouver ce point d'équilibre nous permettant d'avoir le meilleur business model possible. Là, en l'occurrence, ce sera en mutualisant effectivement l'opération des navettes. Le deuxième point, peut-être qu'on peut citer sur cette partie passage à l'échelle et notamment au niveau business model, c'est la possibilité, encore une fois, de se reposer sur ces expérimentations, mais plutôt en se reposant sur une construction d'assets qu'on aura vocation à pouvoir réutiliser. On a parlé des expérimentations, on a beaucoup de questions associées qui permettent donc d'envisager un futur passage à l'échelle. Et donc, on construit un certain nombre d'assets, on a des roadmaps de mise en œuvre,
des frameworks donc de business model, de l'obtention d'autorisation, du pilotage, ce qui finalement nous rendent au sein du projet les plus aptes à pouvoir proposer donc, des solutions d'accompagnement sur les sujets business pour les acteurs qui souhaiteraient envisager, accélérer justement cette volonté de déploiement de services publics, en l'occurrence de transport par exemple, mais aussi commerciaux autour de la mobilité connectée et automatisée. Tout ça, ça peut aussi se traduire par la mise en place d'assets technologiques et donc notamment de plateformes par exemple pour intégrer à la fois tous ces sujets qu'on a évoqués au niveau verrou technique, mais aussi faciliter l'exploitation de la donnée, permettant d'industrialiser les sujets donc de business model et de modèles opérationnels qu'on va pouvoir y associer. Merci Lucas. Il y a un sujet aussi, on parle d'impact carbone, de réduction économie d'énergie, et en fait, la question qu'on se pose, c'est finalement ces systèmes connectés. Comment on fait pour introduire dans une étude de rentabilité l'enjeu de ce qu'on appelle sustainability? Ouais, mais effectivement, aujourd'hui, on a pu voir, parce qu'encore une fois, dans le cadre du projet, on a vocation à lancer des pilotes d'expérimentation et au-delà des pilotes de service, même avec les acteurs. Et on a pu constater qu'aujourd'hui, quand on parle de pilotes de service auprès d'acteurs publics, par exemple, si on cite les territoires, mais finalement, ce critère sustainability va apparaître comme un prérequis, un facteur essentiel si on souhaite lancer justement ces pilotes de service. Et bien, c'est justement aussi ça, l'approche business model. C'est de travailler sur cette attractivité des services et de ce fait, la sustainability va être prise en compte à plusieurs niveaux dans cette démarche-là et notamment dans le cadre du projet 5G Open Road. Je vous parlais tout à l'heure d'une démarche un peu itérative, des expérimentations. Tout ça s'accompagne d'une démarche de questionnement et la mise en place d'ateliers avec différents acteurs. Ce qu'on souhaite faire, là, c'est intégrer finalement cet élément de sustainability dans une partie, pareil, hein, ça concernait par exemple un framework dont j'ai cité tout à l'heure le nom, intégrer finalement cet élément sustainability dans cette partie valeur ajoutée, driver de bénéfices pour les cibles de service. Quelles sont leurs attentes sur le sujet? Combien pèse ce critère finalement dans leur décision de déploiement de services ou de lancement d'expérimentation? Et quels vont être leurs objectifs sur le sujet? On a différents critères, bien sûr l'acceptabilité des sujets riches et variés, dont vous parlera également Paul juste après moi. Je fais une petite introduction pour le sujet du CRMA. Mais le sujet, c'est vraiment de dire, aujourd'hui, ces sujets-là doivent être intégrés à part entière dans notre démarche business model et être pris en compte non seulement pour l'attractivité, mais aussi le second point derrière, c'est finalement qu'il s'exprime directement, il doit s'exprimer directement dans les cas d'usage également. Aujourd'hui, sur le projet, vous avez un certain nombre de cas d'usage qui visent à fluidifier le trafic, à réduire la congestion routière et ce qui va aussi participer à l'électrification du parc. Lorsqu'on parlait de navettes, par exemple. Tous ces facteurs participeront de facto à réduire les émissions. Je ne vous explique rien. Le sujet maintenant, sur cette partie sustainability dans les cas d'usage, c'est finalement comment pouvons-nous être en capacité de créer des services additionnels vecteurs de valeur autour des sujets environnementaux. Et là est une question un petit peu touchy, si je puis dire, c'est de savoir qu'allons-nous pouvoir mettre en place, que ce soit en termes de technologie ou en termes de modèle opérationnel, pour justement porter ces sujets sustainability. En termes de moyens technologiques, qui sera bien sûr associé au business model, car vecteur de services additionnels et donc vecteur de valeur, on pourra anticiper, peut-être envisager le monitoring de la consommation de la donnée, de l'ensemble des données, qui sont générées dans le cadre des cas d'usage. On peut aussi imaginer la création d'un service additionnel permettant la récolte de données environnementales, comme des facteurs de qualité de l'air ou d'émissions au sein des villes. Et à ce sujet, il y a d'ailleurs un certain nombre de projets aujourd'hui qui tournent autour d'hyperviseurs, par exemple, qui se sont lancés dans plusieurs grandes et moyennes villes sur le territoire français. Donc, vous l'aurez compris, un sujet d'importance primordiale, mais qui nécessite d'être traité en amont, dans le cadre des cas d'usage, dans le cadre de services additionnels, mais aussi dans le cadre de l'attractivité des services que nous souhaitons mettre en place. Merci, Lucas. Bon, alors, on voulait passer à un dernier acteur qui est CEREMA.
Et en fait, derrière CEREMA, Paul, ce que je voudrais que tu nous racontes, c'est un peu la vision des territoires, parce qu'en fait, on ne fait pas de la techno pour la techno, on fait de la techno pour apporter des nouveaux services aux territoires, résoudre leurs problèmes. Et pour ça, il y a un certain nombre d'enjeux à traiter. Il y a un certain nombre de méthodes que vous avez mises en place pour mesurer l'acceptabilité de ces nouveaux services. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui. Écoute, merci Michel et merci Lucas pour l'introduction. Donc, Paul Perret, moi je suis chef de projet à la direction technique du CEREMA donc à Lyon, et je pilote les activités des différentes équipes qui interviennent sur 5G Open Road. Le CEREMA, c'est en un mot, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une sorte de bureau d'études sous tutelle du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Et donc dans ce projet, CEREMA, comme sur de nombreux projets, on a un rôle de tiers indépendant et on va naturellement se positionner en tant qu'évaluateur et sur plusieurs aspects. Donc, on peut évoquer 3 aspects. On a parlé des territoires. Donc ça, c'est le premier aspect. On a 3 objectifs associés à cette évaluation. Déjà, dans un premier temps, ça va être d'identifier les enjeux locaux, pouvoir les qualifier. Est-ce que sont rattachés, quand on parle d'enjeux, on parle bien entendu des enjeux liés à la mobilité, hein, mais est-ce qu'ils sont rattachés aux objectifs nationaux? Est-ce qu'ils vont être rattachés à du développement économique, développement des mobilités également? Donc déjà, c'est de comprendre à quel territoire on s'adresse pour, dans un deuxième temps, déterminer la pertinence des services, en leur ayant présenté les services déployés ou étudiés dans 5G Open Road, et d'étudier, d'évaluer la réplicabilité de ces mêmes services sur d'autres territoires que leur territoire d'expérimentation initialement, ou en tout cas prévu dans 5G Open Road. Donc ça, on va aussi se baser sur des retours d'expérience de ces territoires si jamais ils ont déjà pu expérimenter ou ils expérimentent actuellement ce genre de services de mobilité. S'ils ont des problématiques locales aussi à remonter. Donc ça, c'est le deuxième objectif. Et enfin, le troisième objectif lié à cette évaluation des territoires, c'est de comprendre quelle va être la gouvernance. Donc Lucas en a déjà un peu parlé, mais quelle va être la complémentarité possible entre services publics et services privés? Est-ce qu'on va parler de délégation de services publics? Est-ce que ça va être en dehors des compétences des collectivités? Donc ça va aussi dépendre des services et du périmètre, donc l'ODD, le périmètre d'exploitation du service. Donc ça, c'est lié au territoire, ce que fait le CEREMA. Dans un deuxième temps, on réalise aussi, et c'est ce qui est sur le slide, on réalise une évaluation des impacts des services. Donc plusieurs dimensions, donc la qualité de l'air, le trafic, l'impact donc sur le trafic et la sécurité des déplacements. Ça, on va se baser sur des remontées terrain issues de vidéos, de radars, d'observation de terrain pour derrière apporter des conclusions sur l'impact des services qui seront étudiés sur ces différentes dimensions. Également, on va également essayer d'évaluer l'impact énergétique. Donc ça, l'idée, c'est de pouvoir le faire sur quelques-uns des services, en tout cas là où on imagine les impacts les plus significatifs. Donc, par exemple, la régulation des trafics au carrefour à feu de manière dynamique à l'échelle d'un quartier, de comprendre quel va être l'impact, que ce soit les gains et les coûts en termes d'un point de vue énergétique, à la manière d'une analyse cycle de vie classique, mais là où est tout le problème, c'est qu'on n'est plus sur un produit, on est sur un service. Et donc, l'idée, déjà, dans un premier temps, c'est de le faire sur une phase d'exploitation de service. Donc ça, on va dire, c'est l'impact des services. Et le dernier volet d'évaluation qu'on mène, c'est lié à l'acceptabilité, ça a déjà été mentionné. Là, c'est de comprendre comment ces nouveaux services, qui reposent sur des nouveaux véhicules, pour la plupart, pour certains du moins, complètement en rupture par rapport à l'existant. Je pense notamment au droïde de livraison du dernier mètre proposé par la société Twinswheel, de comprendre comment les personnes qui partagent l'espace public avec ces nouveaux véhicules réagissent, comment ils se comportent. Donc ça, c'est l'aspect, c'est comment les personnes qui partagent l'espace public réagissent, et aussi comment les utilisateurs, donc à savoir les clients ou les professionnels, réagissent aussi à l'emploi de ces nouveaux véhicules. J'essaie de dépeindre un peu les trois volets d'évaluation pour derrière apporter des éléments de réponse, notamment pour les territoires.
Et la deuxième partie de ta question, Michel, si j'essaie d'y répondre, c'est savoir quels sont les premiers renseignements. Donc, il me semble que c'est le slide qui suit. Oui, tout à fait, oui. Donc, à l'heure actuelle, les premiers retours, donc une synthèse va être réalisée. Donc, on a pu échanger avec un ensemble de territoires qui vous est rappelé là sur le slide. Les premiers retours, c'est déjà les territoires qui ont expérimenté ou qui expérimentent ce genre de service. Il y a un vrai, comment dire, une vraie valeur ajoutée notée pour la montée en compétence des services et pour comprendre comment ces solutions et ces services fonctionnent et demain être en mesure, être en capacité de contractualiser, notamment en passant par des appels d'offres. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, ça va être l'identification de son rôle dans cette chaîne de valeur, dans la mise en place de ces services, notamment en mise en relation sur ces territoires. Je pense notamment au territoire de Cœur de Brenne qu'on a interrogé, qui va servir d'intermédiaire entre la société en fournisseur de solutions et le territoire. Troisième petit point qu'on peut noter, et à ce jour qui fait part de nos premières conclusions, c'est le retour des territoires sur l'adaptation de la voirie qui est parfois voire trop lourde en comparaison du service apporté. Enfin, et là, c'était un peu, en tout cas pour moi, bien de le rappeler, je pense, c'était pour les territoires qui étaient au départ les plus moteurs, qui ont participé aux premières expérimentations, et donc ils ont finalement essuyé les plâtres et ont eu des résultats, des performances associées à ces services qui ne sont plus du tout à la hauteur de ce qui est actuellement possible. Et donc, garde en mémoire, par exemple, des vitesses commerciales de navettes autonomes à la hauteur de 15 ou 18 km/h. On n'est plus du tout sur ces ordres, en tout cas en ce qui concerne les acteurs du projet 5G Open Road. On dépasse ces vitesses commerciales. J'essaie de faire court. Je ne sais pas si, Michel, tu avais des questions supplémentaires. Merci, Paul. Je pense qu'on a fait déjà un bon tour des questions. Il y a quelques questions, Margot, je ne sais pas si tu as regardé. Non, pour l'instant, on n'a pas de questions. On en a eu, mais Lucas et Johan ont répondu directement dans le chat. De toute façon, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit les intervenants ou nous. Je pense qu'on peut mettre un terme à ce webinaire si on n'a pas de questions. Du coup, je voulais vous remercier d'avoir suivi ce webinaire et surtout à nos intervenants ainsi que Michel pour ta co-animation sur ce webinaire. Nous espérons du coup avoir mis un peu plus en lumière ce beau projet qui est 5G Open Road. Si jamais vous voulez venir, nous invitons à l'événement qui aura lieu le 12 octobre, donc on pourrait avoir plus de démonstrations et échanger avec les partenaires du projet. Nous clôturons du coup le festival SoDeepTech avec ce webinaire. Merci à tous les participants pour la présence à tous les webinaires ainsi qu'à nos différents intervenants. Sur l'ensemble de cette convention, nous avons eu à peu près 800 participants. Nous espérons que ce format vous a plu. L'événement, effectivement, c'est à l'IMT Palaiseau. Et je remercie aussi toute l'équipe communication pour tout le travail accompli durant ces 3 jours. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée et de bons congés d'été à ceux qui partent bientôt. Merci.